Voilà, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Vincent Multinguer, je suis médecin, gériatre, surspécialisé en neurologie comportementale et en psychiatrie du sujet âgé. Je travaille à l'hôpital de Digne, je suis responsable de la consultation mémoire du département et également responsable d'un service de psychiatrie du sujet âgé ou psychogériatrie. Les deux terminologies peuvent être appliquées. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des troubles neurocognitifs majeurs. Alors le cours a été complètement remanié par rapport à ce que je faisais auparavant, pour coller un peu plus à la réalité et à l'avancée des classifications de ces maladies. Voilà, alors il est fait sur Zoom, disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je suis vraiment désolé de ne pas intervenir en live, en direct. J'adore faire les cours à l'IFSI en vrai, si on peut dire. Mais bon, la situation sanitaire, le Covid, tout ça, c'est un peu compliqué, surtout en ce moment. Bref, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le cours en live, qui sera disponible donc sur ma chaîne YouTube, et les autres cours seront enregistrés après, bien entendu. Et puis il y aura une régulation Zoom, comme on dit, c'est-à-dire une phase où on pourra échanger sur Zoom. Ce sera mardi prochain, le 2 février. Non, le 2 mars, pardon. Le 2 mars à 14h30, je crois. Enfin, si je peux me libérer, parce qu'il y a des Covid dans le service, si j'arrive à me... Enfin, je vais faire en sorte de me libérer quand même, pour pouvoir vous parler. Donc, on va basculer sur le diaporama. Voilà, donc on va parler aujourd'hui des troubles neurocognitifs, des maladies neurodégénératives. Alors, comme je vous ai dit, j'ai complètement changé mon cours et pour élargir un petit peu et coller à la réalité du terrain et aux avancées un petit peu scientifiques. Alors, les troubles neurocognitifs, alors on va commencer par cette magnifique diapo. Donc, vous voyez deux vieilles dames, plus de 80 ans probablement, le visage buriné par le soleil. Et oui, il fait très bon en Bretagne, vous l'avez deviné, on est en Bretagne, au cœur du pays Bigoudin. Dans un petit port du pays Bigoudin, ça peut être l'Esconil, ça peut être le Guilvinec. Et donc ces deux dames qui sont habillées avec la coiffe traditionnelle, avec probablement, vous voyez, ce costume traditionnel, très bien habillé, eh bien, je pense qu'on peut dire qu'elles n'ont pas de maladie neurodégénérative. Quand vous voyez la vivacité du regard sur toutes celles-ci, là, on peut penser qu'elles sont complètement autonomes, qu'il y a un vieillissement cérébral évidemment, mais elles n'ont pas de maladie neurodégénérative. Et on les imagine bien en train de dire du mal de leur belle-fille ou de critiquer leur copine qui est en train de se faire opérer à l'hôpital de Pont-l'Abbé de sa prothèse de hanche. Voilà, donc on peut dire que ces deux dames n'ont probablement pas de maladie neurodégénérative car la démence sénile n'existe pas. Voilà, donc ça c'est dit, la démence sénile n'existe pas. Le terme de démence doit être abandonné car il est trop stigmatisant. Et surtout, le terme de démence sénile, assimiler ce terme de démence, alors quand on parle de démence, on ne sait pas bien de quoi on veut parler, on ne sait pas ce qu'on veut dire. Il a commis un acte en état de démence, je ne sais pas ce que c'est. Et sénile, ça veut dire que quand on est vieux, on est dément. Ben non, pas tout à fait quand même. Donc oui, on ne va pas se leurrer, il y a un vieillissement cérébral, mais qui n'explique pas lui seul le déclin cognitif et surtout la perte d'autonomie. La maladie d'Alzheimer n'est pas la seule cause de démence, entre guillemets, loin de là. La perte de mémoire n'est pas la seule atteinte cognitive. On verra qu'il y a d'autres atteintes et d'autres modes d'entrée dans les maladies neurodégénératives. Et que finalement, ce stade de démence, entre guillemets, n'est que le long aboutissement d'un processus très lent qui commence du stade asymptomatique et qui va qui va s'achever vers la perte d'autonomie, donc le stade d'état de la maladie. Donc terme de démence abandonnée, on a dit pourquoi. On parle maintenant de troubles neurocognitifs.
C'est les psychiatres et le DSM-5 qui ont créé ce terme, qui est le terme consacré maintenant pour parler de ces troubles. Donc c'est un ensemble d'affections neurologiques qui entraînent une incapacité cognitive et qui vont entraîner à terme une perte d'autonomie. On parle donc de maladies du cerveau, bien entendu, et de maladies que l'on appelle neurodégénératives, dont la plus fréquente est bien entendu la maladie d'Alzheimer. Et toutes ces maladies neurodégénératives répondent toutes à une évolution lente et progressive d'une phase symptomatique à une phase terminale. La maladie ne commence donc pas au moment où on pose le diagnostic, et d'après certains auteurs, tout au moins concernant la maladie d'Alzheimer, parce que c'est la plus documentée, c'est celle où on a le plus de publications et on connaît mieux l'évolution des troubles et on a des biomarqueurs surtout, on n'a pas forcément pour les autres maladies. Il pourrait s'écouler entre 15 et 20 ans entre l'apparition des premières lésions cérébrales et la pose du diagnostic. Et donc les maladies neurodégénératives doivent être appréhendées de façon dynamique. Si l'on prend l'exemple donc de la maladie d'Alzheimer, mais ce schéma est probablement applicable pour toutes les autres maladies, on va avoir une évolution qui va se faire de façon extrêmement progressive d'un stade préclinique à un stade de démence proprement dit, donc un stade de trouble neurocognitif majeur. Première phase, une phase totalement asymptomatique où on pourrait, si on les recherchait, on pourrait observer des lésions cérébrales dans des zones très centrales du cerveau, au niveau de l'hippocampe ou du cortex transentorhinal. Et si on faisait une étude des biomarqueurs, par exemple si on faisait une ponction lombaire, on pourrait trouver déjà une positivité des biomarqueurs, alors que le patient n'a pas de plainte et que la maladie est cliniquement totalement indétectable. Donc détectable sur des biomarqueurs, mais cliniquement indétectable et sans aucune conséquence. Ce stade va évoluer pendant X années, on ne sait pas le temps d'évolution de la maladie à ce stade asymptomatique, parce qu'il faudrait vraiment essayer de faire des ponctions lombaires à beaucoup de gens pour voir quand est-ce que ça commence à apparaître, un petit peu compliqué quand même, et c'est le seul moyen que l'on a actuellement pour être vraiment précis sur le diagnostic. Donc quelques années, probablement après, va apparaître un stade préclinique que l'on appelle maintenant le subjective cognitive impairment, qui est une atteinte, une plainte subjective, c'est-à-dire que le patient se plaint de sa cognition, en particulier sa mémoire. Et quand on examine le patient, tout est normal. Tout est normal, les résultats au test cognitif sont normaux, et pourtant il y a une plainte. Alors il y a 10-12 ans de ça, c'est pas vieux, on disait à ces patients qu'ils étaient inquiets, qu'ils n'avaient rien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Maintenant, on n'a pas tout à fait le même discours. On leur dit de ne pas s'inquiéter non plus, bien entendu, mais on leur dit mais ça nécessite d'être suivi quand même. Parce qu'on sait que ces troubles peuvent évoluer de façon défavorable chez certains patients. Pas chez tout le monde, mais chez certains patients. Et que cette plainte cognitive isolée, donc cette atteinte subjective, peut être les prémices d'une atteinte plus grave qui peut apparaître dans les années à venir et qui nécessite une surveillance. En ce qui me concerne, et ce que font à peu près toutes les consultations mémoire, c'est tous les ans. Certains patients vont convertir vers une atteinte un peu plus sévère qu'on appelle le Mild Cognitive Impairment, ou MCI, et qu'on va classifier de troubles neurocognitifs légers dans la nouvelle classification du DSM-5. Donc là, la définition est claire. Le patient a une plainte cognitive, la cognition est altérée, c'est-à-dire que les tests que l'on réalise chez ces patients sont perturbés, mais l'autonomie est préservée. Donc le patient continue à fonctionner normalement, mais on met en évidence une modification de la cognition dans au moins un domaine cognitif. Classiquement, la mémoire dans la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être d'autres domaines. Et certains de ces patients avec un Mild Cognitive Impairment vont s'aggraver et vont convertir en troubles neurocognitifs majeurs, donc la phase d'état de la maladie de l'Alzheimer, s'il s'agit toujours de la maladie de l'Alzheimer, avec une altération cognitive, une perte d'autonomie et, curieusement, une diminution de la plainte, ou même une absence de plainte du patient, alors que la plainte
pour le coup, émane de l'entourage. Le patient ne se plaint plus, mais c'est son entourage qui en général accompagne le patient, qui dit non mais ça va plus, il oublie plein de choses, ou il est plus autonome, il sait plus se faire manger. Alors que dans la phase très 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 préclinique finalement, le patient se plaignait et les autres ne constataient rien. Évidemment, il n'y avait rien à constater. Alors, si on reprend ce petit schéma, finalement, on retrouve le stade préclinique, le stade prodromal. Alors là, ils ont, sur la publication de Eisen, ils n'ont pas fait la différence entre le trouble cognitif subjectif et le trouble cognitif léger et le trouble neurocognitif majeur, mais on est là quelque part. Le trouble cognitif léger, il est par ici, et le trouble cognitif subjectif, il est avant, il est englobé dans le stade préclinique. Et on voit que la fonction, donc c'est en mauve, fonction, ADL, autonomie, daily living, activité de la vie quotidienne, donc les activités de base, commence à décoller à partir de la phase prodromale. Et là, on voit une espèce de cassure. Alors, la cassure est progressive, c'est pas du jour au lendemain, c'est progressif. Donc, ça dépend où on met le curseur ici. Mais on voit qu'il y a une cassure, où là, de façon évidente, il y a une perte d'autonomie, et on bascule au stade de démence. Les fonctions cognitives suivent le même schéma, mais de façon, je dirais, précédente, où on va voir là aussi une baisse des fonctions cognitives qu'on va pouvoir mettre en évidence suivant les tests. Avant, le patient se plaint de rien, mais vous voyez, ça, on ne peut pas le mettre en évidence, c'est trop faible comme différence. Et puis petit à petit, les troubles vont être mis en évidence, donc là, la cassure, elle est là. Et évidemment, la fonction cognitive va diminuer, de même que l'autonomie va diminuer avec le temps, alors que les biomarqueurs se positivent beaucoup plus tôt. Et dans la maladie d'Alzheimer, les deux biomarqueurs qu'on va observer, c'est les biomarqueurs de la plaque amyloïde, donc le peptide amyloïde ou l'imagerie amyloïde, donc le peptide amyloïde dans la ponction lombaire ou l'imagerie amyloïde, on verra ça au troisième cours, ça se positive très très tôt. Et puis la protéine tau, donc deuxième marqueur, va aussi se positiver très très tôt. Et vous voyez, à ce stade, on a une protéine tau largement pathologique, un peptide amyloïde largement pathologique, alors que cliniquement, il ne se passe rien, et au niveau de l'autonomie, il ne se passe rien du tout. Et donc dans ce schéma, on retrouve le même cheminement. Pas de trouble cognitif, mais un peptide amyloïde qui se positive, une protéine tau qui commence à monter, des structures cérébrales qui commencent à être impactées. En fait, ce qui se passe, c'est que les marqueurs vont précéder l'atrophie cérébrale. Donc là, on voit que petit à petit, au début, les structures cérébrales vont commencer à s'atrophier, mais il ne se passe rien. Et puis il y a un moment où ça commence à parler, on est au niveau du trouble neurocognitif léger. Là, c'est l'article de Jack qui est paru dans Lancet Neurologique en 2013. Il parle de troubles neurocognitifs discrets, mais évidemment c'était avant DSM-15, maintenant on dirait trouble neurocognitif léger. Et le trouble neurocognitif sévère, qu'on va appeler le trouble neurocognitif majeur, se manifeste par une atteinte là, qui devient sévère de la mémoire et une perte. Vous voyez, là pareil, le curseur on l'a mis là, une atteinte clinique, en bref, une atteinte des fonctions cognitives et surtout une atteinte de l'autonomie. Et c'est le stade de trouble neurocognitif majeur, avant appelé stade de démence. Bon, alors donc, dans la nouvelle classification des maladies neurodégénératives, on va définir un stade qui va être ou une plainte cognitive isolée, c'est le stade cognitif subjectif cognitive impairment, donc décrit par Iceberg en 2008, mais pas vieux, hein, plainte isolée avec un examen clinique normal, donc patient à surveiller, patient qui est considéré comme sain, mais il se plaint, hein, il y a une plainte qui est apparue, lui dit c'est pas comme avant, ma cognition, il dit pas ma cognition bien entendu, mais ma mémoire ou mon langage ou je ne sais quelle fonction ne fonctionne pas comme avant. Puis trouble neurocognitif léger, là aussi le patient se plaint toujours de sa cognition,
Et l'examen est pathologique, c'est-à-dire que les tests cliniques et neuropsychologiques vont confirmer une atteinte d'au moins un domaine cognitif, en général la mémoire, mais voilà, n'importe quel autre domaine, ou plusieurs domaines à la fois. Mais le cerveau est capable de compenser, les fonctions cognitives restantes sont capables de compenser cette perte, et il n'y a pas de perte d'autonomie. Et tout au moins, la perte d'autonomie est compensée, parce que le patient arrive encore à s'en sortir. Donc ça a été décrit par Petersen en 1994, sous le terme de mild cognitive impairment, atteinte légère de la cognition. Et puis les patients qui ont un mild cognitive impairment vont basculer au stade de démence, donc au stade de troubles neurocognitifs majeurs. Plusieurs domaines cognitifs sont touchés et la perte d'autonomie devient indiscutable. Indiscutable. Le patient ne peut plus se débrouiller seul comme avant. Il y a vraiment une rupture par rapport à l'antériorité. Donc, tous les patients stade neurocognitif majeur sont passés par le stade neurocognitif léger et sont passés par le stade plainte cognitive isolée, mais toutes les plaintes cognitives isolées ne vont pas convertir en troubles neurocognitifs légers, et tous les troubles neurocognitifs légers ne vont pas convertir en troubles neurocognitifs majeurs. Probablement que si on laissait suffisamment de temps au patient, s'il n'y avait pas une autre maladie qui venait s'intercaler et emporter le patient pour une autre cause, peut-être que tous les troubles cognitifs isolés finiraient par un trouble neurocognitif majeur, mais actuellement, ce n'est pas forcément le cas. Le syndrome, donc deuxième dimension, est-ce qu'il s'agit d'une atteinte de mémoire, donc difficulté d'apprentissage de nouvelles informations? Est-ce qu'il s'agit d'une difficulté de langage, difficulté à trouver ses mots, construire ses phrases? Est-ce qu'il s'agit d'une difficulté de mouvement, effectuer ou reproduire certains gestes, s'habiller, cuisiner, bricoler? Est-ce qu'il s'agit d'une difficulté visuelle, reconnaissance de personnes, d'objets familiers? Ou est-ce qu'il s'agit d'une difficulté d'ordre exécutive, planifier, programmer, contrôler une tâche nouvelle complexe ou inhabituelle, ou alors modification du comportement et modification de la personnalité, de la relation sociale. Et 3, bien entendu, quelle est la maladie en cause? C'est ce qu'on va voir. Maladie d'Alzheimer, et puis les autres maladies, maladie à corps de Lévy, dégénérescence lobulaire frontotemporale, troubles cognitifs vasculaires, etc. Alors, quelles sont les pathologies responsables des troubles cognitifs? On va les classer en protéinopathie, donc des maladies qui ont en cause une protéine malade, une protéine qui dysfonctionne. Donc dans la maladie d'Alzheimer, ça va être la protéine Tau et l'amyloïde précurseur protéine. Dans la maladie à corps de Lévy, ça va être une autre protéine qui est l'alpha-synucléine. Dans les démences, les dégénérescences lobulaires frontotemporales, ça c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ça peut être de la protéine Tau, de la protéine TDP43, des corps de pic, du FUS. Bon. Paralysie supranucléaire, dégénérescence cortico-basale de la protéine Tau. Et puis à côté de ça, une atteinte purement ischémique ou purement hémorragique dans l'atteinte qui est uniquement vasculaire. Alors, la répartition des troubles, et puis à côté de ça, donc des démences mixtes où plusieurs causes s'additionnent, ce qui est d'ailleurs souvent le cas chez les patients âgés. On a souvent une atteinte, une ou deux protéinopathies et d'une atteinte vasculaire. Et puis les autres démences beaucoup plus rares qu'on verra au dernier cours. Bon, je passe. Répartition des diagnostics, là j'ai pris ma propre banque de données, c'est les consultations que j'ai fait en 2020, les primo-consultants que j'ai vus une fois qu'on a posé le diagnostic, pour avoir un peu une idée des principaux diagnostics. Donc là je n'ai retenu que les maladies neurodégénératives. Sans surprise, la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Donc on retrouve ça dans tous les chiffres à peu près. Moi j'ai 62% de maladie d'Alzheimer, donc comptez que 6 patients sur 10 ont une maladie d'Alzheimer, ce qui veut dire que 4 sur 10 n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Il y en a 2 sur 10 qui ont une maladie à corps de Lévy, une maladie qui est très très sous-diagnostiquée. On verra au dernier cours, quand on fera un focus assez important sur le corps de Lévy, parce que c'est vraiment important. C'est une maladie qui a une présentation psychiatrique
dans certains cas. Et on peut observer des erreurs diagnostiques assez sévères parce que la prise en charge ne va pas être optimum, loin de là. Si on considère que ces patients sont psychiatriques, on ne va pas du tout leur donner les médicaments qu'il faut. Et on pense que beaucoup de corps de Lévy sont sous-diagnostiqués. Moi, dans ma file active, j'en ai 20%. Frédéric Blanc, le professeur Frédéric Blanc, qui est le spécialiste français du corps de Lévy, considère que 50 à 70% des corps de Lévy sont sous-diagnostiqués. Donc je suis peut-être encore, même si je suis très sensibilisé, je suis peut-être encore en dessous de la vérité. Vasculaire pur, moi j'en ai 13%, mais en fait, il y a beaucoup d'Alzheimer qui ont du vasculaire associé. Le problème de ce tableau c'est qu'on met uniquement les premiers diagnostics en évidence, mais les diagnostics associés, on ne les a pas. Mais c'est rare qu'on ait des Alzheimer purs. En général, il y a une atteinte vasculaire à l'IRM. Et puis, vous voyez deux autres groupes beaucoup plus rares, les dégénérescences lobaires frontotemporales, qui sont des maladies beaucoup plus rares qui touchent les sujets plus jeunes, souvent génétiques, 2%. Et puis un groupe, les paralysies supranucléaires progressives et les dégénérescences cortico-basales, 3%. Là, peut-être que, comme le corps de Lévy, on les sous-diagnostique parce que d'après certaines publications, d'après des études, en particulier de la Mayo Clinic à Rochester, où ils ont fait beaucoup d'autopsies, d'après aussi Gabor Kovac, qui est un grand spécialiste de la PSP, on passerait à côté de beaucoup de diagnostics. Alors, on ne passe pas à côté du trouble neurocognitif majeur, mais on les met dedans. Ou peut-être un peu là-dedans, mais on ne les met pas dans la bonne case, parce qu'on n'a pas les biomarqueurs non plus. Donc on a tendance peut-être à surdiagnostiquer une surreprésentation de l'Alzheimer et une sous-représentation des autres, en particulier du corps de Lévy, ça on en est sûr, et peut-être bien de la PSP et de la DCB, moins fréquent. Voilà. Donc, là on reprend les chiffres. Alors, on va faire très simple. Retenez juste ce qui est marqué en vert. Les maladies mentales, maladies psychiatriques, sont maintenant... les critères des maladies mentales, sont définis dans une publication, un pavé, on peut dire, qu'on appelle le DSM-5. C'est un manuel de psychiatrie donc, qui est réalisé par les plus grands cliniciens, c'est l'école américaine, de psychiatrie, qui ont défini des critères. Alors pourquoi ils ont fait cette démarche? C'est que, vous savez, un diagnostic de diabète ou un diagnostic d'hypertension artérielle, c'est pas très compliqué. Il y a des critères. Si vous avez plus d'1,26 g de glycémie, vous êtes diabétique. Si vous avez plus de 14,9 de pression artérielle, vous êtes hypertendu. Bon, c'est pas tout à fait aussi simple, enfin c'est à peu près les grandes lignes. Diagnostiquer une dépression, diagnostiquer une schizophrénie, on est uniquement sur des critères cliniques. Et donc, c'est l'appréciation du clinicien, premier point. Deuxième point, il y a des écoles, il y a des modèles. Et le but du DSM 3, 4, 5 maintenant, parce que la dernière mouture est sortie, je crois, en 2015, et la traduction française a dû sortir en 2016 ou en 2017. Donc les dernières moutures du DSM 5 affinent les critères diagnostiques de toutes les maladies mentales et ont été inclus dans ces maladies mentales les troubles neurocognitifs. Donc vous voyez, c'est étonnant, c'est une maladie neurologique dont les définitions sont fixées par des psychiatres. Bon, on reviendra pourquoi après, quand je vous ferai la maladie d'Alzheimer, je vous expliquerai un petit peu ce lien, ces relations étroites entre psychiatrie et neurologie. Retenez que dans le trouble neurocognitif léger, il y a un déclin modeste de la cognition, qui va entraîner une altération modeste des performances cognitives et qui n'interfère pas sur les capacités d'autonomie. Je passe, alors que le trouble neurocognitif majeur, le déclin cognitif est significatif. Ce déclin significatif du fonctionnement cognitif va entraîner une altération importante des performances cognitives et le déficit cognitif vont interférer avec l'autonomie, donc va entraîner une perte significative de l'autonomie. Donc c'est la définition du trouble neurocognitif mineur ou du trouble neurocognitif léger. Ça dépend des traductions, puisque je rappelle que c'est traduit de l'anglais du DSM. Et trouble neurocognitif majeur, là tout le monde est d'accord sur le terme,
qui est donc l'équivalent de ce que l'on appelait avant la démence. Alors, on est obligé de parler, enfin, il faut parler des fonctions cognitives, parce que c'est le point de départ. La cognition et les fonctions cognitives, c'est quoi? C'est un ensemble de processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception sensorielle, l'attention, mais également la production de mouvements. Donc vous voyez, c'est extrêmement large. Finalement, c'est l'ensemble des fonctions sous-tendues et commandées par le système nerveux central, si on exclut tout ce qui est neurovégétatif, bien entendu. Alors, au départ, il y a l'attention. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas mémoriser. C'est pas possible. Donc, d'ailleurs, plus souvent dans la vie quotidienne, on vous parle et vous ne faites pas attention, vous faites répéter. De temps en temps, ça pose des problèmes. T'as qu'à faire attention, je ne te répéterai pas, t'as qu'à écouter ce que je te dis. Clairement, si on vous dit ça, c'est que vous n'avez pas fait attention à ce que la personne qui est en face de vous, votre conjoint, votre conjointe probablement, a pu vous dire, et ça peut poser problème, c'est assez vexant. Donc, effectivement, on sait très bien qu'on peut avoir des ruptures attentionnelles et on peut certainement ne pas faire attention. Parce que la mise en jeu de l'attention, elle se fait soit automatiquement, soit de façon volontaire. Alors, la mise en jeu, elle est automatique sur des tâches de routine. Par exemple, quand vous conduisez sur autoroute, vous mettez en jeu votre attention de façon automatique. Vous êtes un peu, entre guillemets, en pilote automatique. Et vous êtes vous êtes capable de faire autre chose à la fois. Vous pouvez laisser aller vos pensées vers d'autres domaines, d'autres cieux. Vous pouvez écouter la musique, téléphoner avec un kit main libre. Certains envoient même des SMS. Voilà. Donc la mise en jeu de l'attention est automatique. Et puis, si la chose se complique, vous allez monter votre niveau d'attention de façon volontaire. Donc là, la mise en jeu va être endogène. Et puis, on va avoir donc deux dimensions, ou l'intensité, ou la sélectivité de l'attention. Alors, l'intensité, c'est le niveau d'attention nécessaire pour effectuer une tâche. Donc, niveau minimum pour un maintien de vigilance, par exemple, réaliser des tâches monotones. Je sais pas, c'est les gens qui sont employés à la surveillance d'un parking, des choses comme ça. Il ne se passe pas grand-chose. Ou la conduite sur autoroute, quand tout va bien, quand il n'y a personne. Le niveau attentionnel requis n'est pas énorme. Et puis de temps en temps, vous devez mobiliser votre attention au maximum pour effectuer une tâche. Et l'exemple, c'est la traduction simultanée. Je ne sais pas si vous avez vu des gens qui font de la traduction simultanée, moi je trouve ça extraordinaire. Une personne qui parle dans une langue étrangère, et il y a un traducteur qui au fil de l'eau traduit ce que dit la personne. Puis de temps en temps, on s'aperçoit qu'il prend un petit peu de retard, et puis pour ne pas être à la rue, pour pas qu'il y ait une rupture dans le discours, il est obligé d'accélérer, donc il doit encore monter son niveau d'attention pour rattraper le retard. Donc ça, c'est vraiment probablement la tâche qui demande l'attention la plus élevée, donc la mobilisation la plus maximum de l'attention. Donc le type qui vous fait de la traduction simultanée, il ne faut pas le déranger, il ne faut pas aller lui dire tiens, ton lacet est défait, là, son esprit est occupé à 100%. Et c'est comme les processeurs, les CPU des ordinateurs, on voit le pourcentage d'utilisation. Là, le type qui fait la traduction simultanée, il doit être à 100% d'utilisation du processeur, et puis il doit pouvoir faire ça pendant un temps limité, parce que rapidement, il va fatiguer. Si je reprends l'analogie de la conduite, on va retrouver la même chose sur la conduite dans le brouillard, sur neige ou dans une grande ville. Donc je reprends l'analogie de tout à l'heure, vous êtes en train de conduire sur votre autoroute, et puis d'un seul coup, vous arrivez dans une nappe de brouillard, où il se met à neiger, où vous arrivez dans Marseille, et automatiquement vous allez monter votre niveau attentionnel pour faire face à ces nouvelles conditions de conduite. Vous allez peut-être éteindre la radio, si vous écoutiez la radio, la musique. Vous allez sans doute dire à vos passagers « Attendez, taisez-vous, j'ai besoin de me concentrer, on n'y voit plus rien, il y a du brouillard.
Parce qu'effectivement là les obstacles vont apparaître au dernier moment, donc il va falloir avoir un temps de réaction beaucoup plus court, ou sur la neige parce que l'adhérence va être précaire et donc il va falloir être beaucoup plus attentif aux réactions de la voiture pour adapter la conduite, ou dans Marseille parce que il y a des gens qui conduisent à la marseillaise de partout, faut trouver son chemin, c'est pas facile, et donc tout le monde sait qu'effectivement, eh ben, il faut être beaucoup beaucoup plus attentif dans ces conditions, et donc vous allez plus pouvoir faire deux choses ou trois choses à la fois. Et puis la sélectivité, soit vous allez vous focaliser sur une seule source d'attention et vous allez être capable d'exclure les autres informations. Par exemple, vous êtes dans un repas de famille ou un dîner ou une soirée, il y a plein de gens qui parlent autour de vous, il y a plusieurs conversations en même temps, eh bien vous allez être capable de vous focaliser sur une seule source d'attention et éliminer les autres conversations qu'il y a autour de vous pour ne retenir que la source d'information qui vous intéresse. Quand je fais les cours à l'IFSI, en général personne ne parle. D'abord, ça m'agacerait si on parlait, parce que ça perturberait mon attention. Puis ça voudrait dire qu'effectivement, je ne raconte pas des choses très intéressantes et j'arrive pas à vous intéresser, et ça m'embêterait. Et effectivement, dans ces cas-là, je pense, moi je suis toujours des cours, je fais toujours la formation, quand il y a des gens qui parlent autour de vous, c'est gênant. C'est gênant parce qu'il y a une sorte de perturbation, de bruit de fond qui vous perturbe et qui va vous coûter des points d'énergie pour exclure ces autres informations afin de soutenir, de sélectionner uniquement l'information qui vous intéresse. Et puis vous êtes aussi capable, alors là il y a une grande disparité parce que étonnamment, enfin pas étonnamment, c'est pas misogyne ce que je vais dire, hein, c'est factuel, ça a été prouvé par des études en neuropsychologie et en neurosciences, les femmes ont des capacités d'attention partagées supérieures aux hommes. Les femmes sont plus multitâches que les hommes. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Il y a des hommes qui sont très multitâches. On cite Napoléon qui était capable de dicter à 7 personnes différentes, 7 courriers différents en même temps. Donc il passait de l'un à l'autre. Je ne sais pas bien comment il faisait, mais enfin il s'y retrouvait. Donc ça, c'est du multitâche. En vieillissant, clairement, tout le monde devient monotâche. Tout le monde devient monotâche. On a une espèce de vieillissement du microprocesseur. Le quadruple corps devient un simple corps où effectivement il n'arrive plus à gérer plusieurs tâches à la fois et ça devient compliqué. Donc ça, c'est les deux dimensions de l'attention sélective ou l'attention partagée. Alors après l'attention, donc point de départ de la connaissance, on passe aux mémoires. Donc vous avez deux grands types de mémoire déclaratives. Un troisième type de mémoire que je n'ai pas cité là, qu'on appelle la mémoire procédurale, mais qui fait partie des mémoires, c'est l'apprentissage. Vous savez faire du vélo, tous et toutes, probablement. Un jour, vos parents vous ont retiré les petits trous de votre petit vélo. Si, ils vous ont retiré les petits trous. Vous aviez, faut pas mentir, vous aviez des petits trous comme tout le monde. On vous a retiré les petits trous et vous avez appris à faire du vélo. Et même si vous restez 40 ans sans faire du vélo et qu'un jour vous voulez refaire du vélo pour une raison qui vous appartient, eh bien vous savez faire du vélo, vous n'avez pas oublié. D'ailleurs, c'est comme l'expression consacrée, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Si je vous demande, dis-moi comment on fait du vélo, probablement que vous allez être incapable de me dire comment on fait du vélo. Pourtant, vous savez faire du vélo. C'est ça la mémoire procédurale. C'est une espèce d'apprentissage où on apprend certaines tâches, mais vous ne pouvez pas la décrire. Cette mémoire n'est pas trop affectée par les troubles neurocognitifs, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de la mémoire à court terme, dite mémoire de travail, et je vais vous parler également de la mémoire à long terme, que l'on appelle les mémoires épisodiques et mémoire sémantique. Alors, la mémoire à court terme, dite mémoire de travail, est une mémoire extrêmement volatile qui permet de stocker un nombre limité d'informations pendant quelques secondes. En moyenne, on est capable de stocker 7 informations. Alors, les normes, c'est 7 plus ou moins 2. Donc, les plus forts, ils vont être à plus 2, donc 9. Les moins forts, ils vont être à moins 2, donc 5. Bon, c'est sûr que si votre mémoire de travail elle est à 3, il y a peut-être un problème.
mais en général, voilà, la normalité c'est entre 5 et 9. S'il y a plus que 9, peut-être que vous êtes surdoué, peut-être que vous avez des capacités attentionnelles hors normes, bravo. Mais voilà, en moyenne c'est ça. C'est une mémoire qui permet de traiter une information et d'effectuer par exemple du calcul mental ou de faire une tâche précise, composer un numéro de téléphone. Et les informations mises en mémoire de travail n'ont pas vocation à être retenues sur le long terme. C'est une mémoire qui est très volatile, quelques secondes, et qui dépend de l'attention. Par exemple, on vous donne un numéro de téléphone, vous allez mettre en mémoire de travail ce numéro de téléphone, le temps de composer le numéro sur votre téléphone ou de l'enregistrer sur votre mémoire ou de le noter si vous le faites à l'ancienne. Et s'il y en a un qui vient vous parler pendant que vous faites cette tâche, l'information va disparaître pour faire place à une autre information. Et vous allez dire à celui qui vous a donné le numéro, redonne-moi le numéro parce qu'il m'a parlé, là, il m'a distrait, et je me souviens plus ce que tu m'as dit. Donc redonne-moi le numéro de téléphone, j'ai oublié, c'est lui, il m'a parlé, voilà. Donc c'est une mémoire très très volatile, quelques secondes. Et c'est des informations qui n'ont pas vocation à être retenues dans le temps. Sauf si le numéro de téléphone est important, par exemple. Alors maintenant c'est différent, on a tous des mémoires sur les téléphones portables, mais avant, il y a bien longtemps, quand j'avais 20 ans, 18 ans, 20 ans, on composait les numéros de téléphone comme ça. Bon. Et quand ma première copine m'a donné son numéro de téléphone, d'abord c'est plus facile, il n'y avait que 7 chiffres à l'époque, donc c'était plus facile à retenir que maintenant. Quand elle m'a donné son numéro de téléphone, j'ai noté sur un petit bout de papier que j'ai mis dans mon jean. Et puis, j'allais quand même pas être dépendant d'un bout de papier que je pouvais perdre, ou si ma mère lavait le jean ce soir, sans me le dire, le petit bout de papier serait effacé. Bien entendu, c'était trop important et j'ai mis le numéro de téléphone en mémoire à long terme. En un mot, je m'en suis souvenu, quoi. J'allais pas dépendre d'un petit bout de papier, c'était trop important. Puis le numéro de téléphone, je l'ai retenu. Puis j'ai oublié maintenant, hein. Elle ne m'en voudra pas. Mais je l'ai oublié. Elle aussi, elle a oublié le mien. Mais pendant ce temps-là, j'ai gardé le numéro de téléphone en mémoire. Alors que la mémoire de travail à court terme, vous ne retenez pas l'information. Alors l'exemple que je donne habituellement en cours, c'est l'exemple du lapin à la moutarde. Alors, je n'ai aucune idée de la façon dont on fait un lapin à la moutarde, mais je suppose qu'il faut du lapin et de la moutarde. Bon. Donc vous vous êtes mis en tête de faire pour midi un lapin à la moutarde, ou pour ce soir un lapin à la moutarde. Vous avez le lapin, et puis vous regardez, et puis le moutarde. Bon. Et vous savez, parce que vous êtes prévoyant, que vous avez un pot de moutarde tout neuf en bas ou sous-sol dans le garde-manger ou dans le cellier. Donc vous descendez, et vous arrivez en bas des marches, et puis entre-temps vous avez pensé à autre chose, votre esprit a vagabondé, et vous arrivez en bas des marches au sous-sol et vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Alors pas de panique, simplement votre information, je vais chercher un pot de moutarde au cellier, s'est envolée et a laissé place à une autre information. Et donc, si vous êtes capable de rembobiner le film, de vous remettre dans le contexte, de vous situer dans le contexte et dire, oui, je prépare un lapin à la moutarde, et donc j'ai besoin d'un pot de moutarde. Donc, vous prenez votre pot de moutarde et vous remontez. Mais l'information, aujourd'hui, samedi 27 février, il est 17h40, je suis allé chercher un pot de moutarde au sous-sol, pas fondamental. Vous n'avez pas encombré votre esprit à retenir ça. Donc c'est pour ça que vous ne mettez pas l'information en mémoire à long terme. La mémoire à long terme, qui peut être épisodique ou sémantique, c'est une mémoire qui a pour vocation de rester en mémoire de quelques minutes à toute la vie. À l'opposé de la mémoire à court terme, où on est plutôt sur moins d'une minute. On a deux types de mémoire, donc une mémoire épisodique qui est une mémoire très intime, la mémoire autobiographique. Donc c'est la mémoire intime, personnelle, contextuelle, c'est la mémoire des émotions, c'est la Madeleine de Proust. C'est le souvenir des événements vécus
la date, le lieu, l'état émotionnel. Je me souviens. Je me souviens. Et donc c'est vraiment une mémoire très 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 intime, très personnelle. Alors d'habitude je m'adresse à l'ensemble de la salle et puis je dis ben voilà, chacun d'entre nous, on a chacun une mémoire autobiographique différente. Parce que d'abord on n'a pas vécu les mêmes événements, et puis même si on a vécu les mêmes événements, et même si on les a vécus ensemble, on n'a pas ressenti les mêmes émotions. Donc on ne les avait pas vécues pareil, donc on ne les a peut-être pas mémorisées pareil. Alors un exemple de mémoire autobiographique, quand j'étais jeune, je vous souvenez de la photo des Bigouden, je suis parti breton, et donc tous les étés, on a une maison de famille dans le Finistère, tous les étés on va en Bretagne. Bon. Et quand j'étais petit, mes parents avaient dû m'acheter, ma sœur et à moi, nous acheter, vous savez, cette espèce de pâte qu'on trouve dans des tubes. Alors il y avait de la bleue, il y avait de la rose, et vous me faisiez une petite boule de pâte, vous la mettiez au bout d'une paille, vous soufflez dans la paille et ça fait un ballon. Et un ballon de couleur bleue, de couleur rose. Et si vous avez connu cette pâte, il y a une odeur très particulière. Et puis quelques dizaines d'années plus tard, 40 ans, 50 ans plus tard, j'étais à nouveau dans la maison de Bretagne et ma mère a dû se refaire les ongles. Bon. Et donc d'un seul coup, il y a une odeur d'acétone qui s'est répandue dans la maison. Et cette odeur d'acétone m'a rappelé les ballons roses et des ballons bleus faits avec la pâte, parce que le solvant devait être de l'acétone et ça dégageait la même odeur. Donc la perception de cette odeur dans ce contexte, parce que si j'avais senti l'acétone à un autre endroit, j'aurais pas eu cette sensation, mais la perception de cette odeur dans ce lieu, dans ce contexte, a réveillé en moi le souvenir de ces ballons, sinon je m'en serais jamais souvenu. Donc ça, c'est la mémoire autobiographique épisodique. Ma sœur qui était à côté n'a peut-être pas eu du tout la même sensation, et pourtant on était ensemble à faire la même action. À côté de la mémoire épisodique autobiographique, on a la mémoire sémantique, qui est ce qu'on appelle la mémoire partagée par tous. En fait, c'est les connaissances générales. Je sais. Si je vous dis Marignan, normalement vous allez tous me dire 1515, parce que vous savez que Marignan, ça doit être une bataille, la bataille de Marignan a dû se dérouler en 1515. Ou si je vous dis 1515, vous dites Marignan. Si je vous dis 1789, vous me dites la Révolution française. Quand est-ce que vous avez appris que la bataille de Marignan c'était en 1515 ? Aucune idée. Les émotions provoquées par la bataille de Marignan, vous qui ne l'avez pas vécu, zéro, aucune émotion. Ça n'a pas été pareil pour ceux qui ont participé à la bataille, qui eux ont vécu et ont une mémoire épisodique, autobiographique de ce qui s'est passé. Mais cette mémoire sémantique, c'est une mémoire factuelle qui est complètement retirée du contexte et complètement retirée des émotions. Si je vous montre cette photo, vous pensez tous au 11 septembre et vous vous souvenez tous de enfin au moins ceux qui l'ont vécu. En face des ordinateurs, il y en a peut-être qui étaient très jeunes et qui n'ont pas vu ça. En tout cas, ceux qui ont vécu cet événement en direct se souviennent très bien du 11 septembre, de l'attentat des Tours Jumelles à New York. Et donc, on est sur de la mémoire sémantique, on est d'accord. Même ceux qui ne l'ont pas vécu savent ce que c'est. Et ceux qui l'ont vécu, ceux qui ont connu ce moment, savent exactement ce qu'ils faisaient au moment où ils ont vu ces images ou au moment où ils ont appris l'attentat. Ils savent exactement ce qu'ils faisaient à ce moment-là et ils savent exactement ce qu'ils ont ressenti au niveau des émotions au moment où ça s'est produit. Donc vous avez une mémoire sémantique partagée par tous, le 11 septembre, l'attaque des Tours Jumelles, et sur cette mémoire sémantique partagée par tous, vous avez une mémoire épisodique qui vient se greffer, où vous vous souvenez du contexte, du lieu où vous avez appris la nouvelle, de ce que vous faisiez à ce moment-là et ce que vous avez ressenti.
Donc un mélange de souvenirs épisodiques et de souvenirs sémantiques. Même schéma pour la finale de 98. Donc là aussi, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vécu. Donc je vous rappelle, c'est le Stade de France, on organise la Coupe du Monde, et la France arrive en finale devant le Brésil de Ronaldo. Et puis à la première mi-temps, corner, je crois que c'est Djorkaeff qui tire le corner, et vous voyez Zidane qui saute à une hauteur incroyable et qui marque ce but de la tête qui fait 1-0. Donc on a ceux qui ont vécu savent très bien, je me souviens exactement quand ça s'est passé. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est vieux. Alors j'actualise les souvenirs, ça c'est un peu plus récent. Et donc c'est la deuxième Coupe du Monde gagnée par la France. Et on se souvient très bien de ce qui s'est passé et de ce qu'on a vécu. Pogba, Mbappé, Griezmann. Vous voyez, Griezmann, il a déjà ses 2 étoiles. Pogba, il en a encore que. Mbappé, pardon, il en a qu'une. Puis je me souviens, à la fin, il y avait un temps de chien, il pleuvait des cordes, on voit la pluie. Il y avait une espèce de pluie de petits rubans dorés qui se collaient sur la peau parce que les footballeurs étaient trempés. Donc on se souvient très bien de ce qu'on a vécu à ce moment-là. Et là, c'est de la mémoire sémantique et des espèces de bulles de mémoire épisodique qui viennent se greffer là-dessus, où on se souvient très bien de ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Alors, on parle souvent de mémoire épisodique rétrograde et de mémoire épisodique antérograde. En fait, c'est le même type de mémoire. Ça peut être de la mémoire épisodique ou de la mémoire sémantique. Il s'agit d'une mémoire soit des faits très anciens, si on parle de mémoire rétrograde, soit des faits beaucoup plus récents, si on parle de mémoire antérograde. Un exemple, si je vous demande ce que vous avez mangé ce midi ou ce que vous avez fait hier soir, c'est de la mémoire antérograde. Si je vous demande ce que vous avez fait il y a 10 ans, je sais pas, si vous me parlez de votre mariage ou de votre première rencontre ou de vos premiers émois amoureux, sauf pour les plus jeunes, on est sur la mémoire rétrograde, donc c'est des faits beaucoup plus anciens. Alors, c'est la même mémoire, c'est le même type de mémoire, c'est important, parce qu'on verra que dans les maladies neurodégénératives, eh bien, il y a un différentiel, c'est-à-dire que la mémoire antérograde est affectée alors que la mémoire rétrograde est conservée, ce qui va expliquer certaines choses, certains troubles du comportement. Je regarde juste l'heure pour voir un peu où on en est. Ouais, on est déjà à 47 minutes d'enregistrement, ça avance bien. Bon, je vais essayer d'accélérer pour ne pas être trop long. Non, c'est pas ça, pardon. Alors, les temps de la mémoire. On considère que, si je fais une analogie avec une chose qu'on ne fait plus trop maintenant, mais moi que je fais toujours, si vous voulez transférer de la musique d'un CD sur votre ordinateur, alors je reconnais, ça se fait plus ça, maintenant vous avez Spotify, vous avez Deezer, plus besoin de ça. Mais si vous achetez un CD ou si on vous offre un CD et que vous voulez mettre le contenu de ce CD sur votre ordinateur, il va falloir passer par un petit logiciel qui va vous permettre de numériser l'information, de la compacter sur un fichier, par exemple MP3, qui va être bien compact, qui ne va pas prendre beaucoup de place. Ça, on va appeler ça l'encodage. Vous allez encoder l'information pour la rendre enregistrable. Si vous arrêtez là et que vous éteignez votre ordinateur, sans sauvegarder le fichier, tout est perdu. Donc le deuxième temps, ça va être de stocker l'information dans l'arborescence de votre disque dur d'ordinateur, et là, en l'occurrence, dans une zone du cerveau. Donc le stockage, c'est l'enregistrement de cette information qui a été compactée, mémorisée et numérisée par le biais d'une zone qui passe par l'hippocampe, donc une zone extrêmement importante dans le cerveau, dans une zone du cerveau que vous avez repérée, parce que si un jour vous avez besoin de récupérer cette information, donc sur votre ordinateur, vous allez aller dans l'arborescence du disque dur
pour retrouver, parce que si vous l'enregistrez n'importe où, vous n'allez jamais la retrouver, ça va être perdu dans un fatras d'informations, alors que si vous êtes un peu rigoureux et que vous l'enregistrez dans mes fichiers, mes documents, ma musique, mes morceaux MP3, vous allez retrouver le document, et donc effectivement c'est ce qu'on appelle la récupération de l'information, où le cerveau va être capable d'aller chercher l'information là où elle est enregistrée. Les troubles de la mémoire dans la maladie d'Alzheimer vont toucher le stockage. C'est qu'on est capable d'encoder, mais on n'est pas capable de stocker. Par contre, on est capable de récupérer l'information qui a été stockée avant l'émergence de la maladie. Alors que dans les troubles attentionnels, dans la dépression par exemple, c'est l'encodage qui va être plus difficile. Alors que dans le vieillissement normal, on va tout à fait être capable de stocker, mais l'encodage et la récupération sera plus laborieux, plus difficile. Alors après les fonctions attentionnelles, après la mémoire, on a les fonctions instrumentales. Donc on a plusieurs fonctions instrumentales qui sont sous-tendues par le cortex pariétal. D'abord le langage, parler, écrire, lire. Le trouble du langage s'appelle l'aphasie. La production de mouvement, la production volontaire de mouvement. Le trouble de la production du mouvement s'appelle l'apraxie. Et la reconnaissance et l'identification. Donc là, on est plutôt sur des fonctions sensorielles, surtout visuelles, mais aussi auditives. Et le trouble de la reconnaissance, ça va être l'agnosie. Et dernière série de fonctions, les fonctions exécutives. Donc ça, c'est un peu les plus élaborées, les plus fragiles également. Ça va être un peu le chef d'orchestre des différentes fonctions cérébrales. Les fonctions exécutives vont permettre de planifier une série d'actions, vont permettre de réaliser une tâche ou bien nouvelle, ou bien complexe, ou bien conflictuelle, et vont faire appel à des processus de planification, d'inhibition, de flexibilité mentale. Mais également, les fonctions exécutives comprennent la relation interhumaine, donc la cognition sociale et les relations entre les uns et les autres. Donc effectivement, une perturbation des fonctions exécutives va entraîner une perturbation de la relation à l'autre. Et ça, on le verra surtout l'année prochaine, quand on verra les troubles des fonctions, les troubles du comportement. Alors, un peu d'anatomie fonctionnelle. On sait actuellement que une fonction cognitive correspond à un outil et qu'une fonction ou un outil correspond à une zone cérébrale. Donc on va découper le cerveau en plusieurs zones, en fait en 4 grandes zones. Le lobe, donc là c'est l'avant, et là c'est l'arrière, là c'est le haut et le bas évidemment. Donc à l'avant, on a toute cette zone bleue qu'on appelle le lobe frontal. Immédiatement derrière, la zone jaune qu'on va appeler le lobe pariétal. Complètement à l'arrière, la zone rouge qu'on appelle le lobe occipital. Et sur les côtés, la zone verte qu'on appelle le lobe temporal. Donc on est bien d'accord, on a 2 lobes temporales, 2 lobes pariétales, parce que le cerveau est partagé en 2. Et globalement, chaque zone du cerveau correspond à une fonction, ou plutôt une fonction est surtout traitée par une zone particulière du cerveau. Par exemple, le langage va être traité dans ces 2 zones. La zone de Broca, enfin l'aire de Broca plutôt, et l'aire de Wernicke. Si vous avez un accident vasculaire cérébral au niveau de l'artère sylvienne moyenne, et que vous détruisez par cet accident vasculaire cérébral l'aire de Broca, vous allez comprendre ce qu'on vous dit, mais vous allez être incapable de parler. Surtout si vous êtes droitier et que c'est l'artère sylvienne gauche qui est touchée, et donc que cette zone gauche est touchée, vous allez avoir une difficulté ou une impossibilité à dire les mots. Mais la compréhension sera complètement préservée parce que la zone de la compréhension, qui est l'aire de Wernicke, n'est pas touchée. Donc, sur ce cortex, vous avez, on va faire très simple, vous avez la partie motrice, donc le cortex moteur, donc c'est ce qu'on appelle la frontale ascendante, où toutes les cellules qui vont commander les 4 membres vont se retrouver dans cette zone-là. Juste à côté, vous allez avoir le cortex sensoriel, donc toutes les cellules
de la sensibilité du corps vont se retrouver dans cette zone-là. Donc à l'avant, vous avez le lobe frontal, et donc à l'avant de cette scissure-là, donc l'aire motrice, vous avez le cortex préfrontal, avec toutes les zones qui vont gérer les fonctions exécutives et la cognition sociale. La mémoire, ça va être là, lobe temporal. La vision, ça va être là, lobe occipital. Et la production de mouvements, la reconnaissance, les aires associatives, ça va être entre là et là, parce qu'il y a une voie visuelle qu'on appelle la voie dorsale et une autre qu'on appelle la voie ventrale. Donc ça déborde bien entendu ce strict lobe occipital. En tout cas, la production de mouvements, la reconnaissance, tout ça, ça va être le langage, ça va être en grande partie au niveau du lobe pariétal. Voilà, on retrouve les fonctions instrumentales au niveau pariéto-occipital, la mémoire au niveau temporal et les fonctions exécutives au niveau du cortex préfrontal, donc vous voyez devant la pariétale ascendante sur toute cette partie. Alors le lobe frontal est le lobe qui s'est le plus développé chez l'homme et chez le mammifère, parce que c'est vraiment le lobe de l'intelligence et c'est un lobe qui occupe quasiment la moitié du volume du cerveau, et dans l'évolution de l'espèce, le lobe qui est le plus grossi, qui est le plus poussé, qui est le plus développé, ça va être le lobe frontal, qu'on retrouve déjà très développé chez le sage et encore plus chez l'homme, évidemment. Alors, le vieillissement cérébral. D'un point de vue physiologique, le vieillissement cérébral va entraîner une diminution du volume du cerveau. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de renouvellement neuronal. Alors ça, cette information mérite discussion parce que on a observé que dans certaines pathologies, et je pense à la dépression, on s'est aperçu que dans la dépression, quand on avait des patients qui avaient une dépression sévère, on observait à l'IRM une diminution significative de volume des hippocampes. Et puis, quand le patient guérissait de sa dépression, le volume hippocampique reprenait les dimensions précédentes. C'est-à-dire qu'on avait, avec la maladie, une lésion des hippocampes avec une diminution des volumes, et à nouveau une augmentation du volume pour redevenir normal, avec la guérison de la dépression. Donc là, on est loin d'une maladie purement fonctionnelle, puisque les maladies psychiatriques, c'est censé être des maladies fonctionnelles. Là, Freud, il se retourne dans sa tombe, là, parce que effectivement, c'est une maladie certes fonctionnelle, mais avec des répercussions organiques, lésionnelles, et avec une possible amélioration des lésions avec le traitement. Alors, on n'est pas sûr. Première hypothèse, les hippocampes sont une pouponnière de neurones, et c'est une zone où les neurones peuvent se reproduire. Cette hypothèse n'est pas absolument confirmée. L'autre hypothèse, ce serait une repousse de neurones, plutôt une augmentation des dendrites et des arborescences des neurones qui reprendraient leur volume. Donc on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a une modification structurelle des neurones avec certaines maladies psychiatriques. Pareil, sur la schizophrénie, on sait maintenant que, oui, il n'y a pas de lésion. Quand on autopsie un schizophrène, on ne voit pas de lésion particulière, mais on sait qu'il y a des phénomènes de disconnexion qui sont apparus sur les IRM fonctionnels, qu'il y a de façon précoce des diminutions de volume de certaines zones du cerveau. On verra, j'ai un cas clinique de patients schizophrènes avec un trouble neurocognitif. C'est bien l'illustration de ça. Et dans tous les cas, il y a une plasticité cérébrale. Alors, la plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'ont les neurones à s'interconnecter entre eux, c'est-à-dire à faire des synapses. Alors, elle est évidemment au maximum au moment de l'enfance, puisque quand l'enfant naît, au moment de la naissance, le cerveau n'est pas mature et toutes les synapses ne sont pas encore faites. Toutes les liaisons entre les différentes zones du cerveau ne sont pas encore fonctionnelles. Et puis le câblage va se faire, il va y avoir des liaisons entre chaque zone du cerveau. Toutes les zones du cerveau vont être reliées entre elles. Et donc il va y avoir tout un câblage qui va s'établir avec l'évolution. Et on considère qu'à peu près à 7 ans, le cerveau est câblé.
Bon. Et puis, on va voir avec la maladie neurodégénérative une espèce de déconstruction de ce câblage et de ces structures cérébrales. Mais en dehors des maladies neurodégénératives, on a malgré tout une plasticité cérébrale qui reste tout à fait possible, même à un âge très avancé. Le cerveau reste plastique et est capable de créer des nouvelles connexions, des nouvelles synapses. Et puis surtout, la circulation cérébrale est préservée en priorité. Alors vous savez que quand quelqu'un fait un arrêt circulatoire, un arrêt cardiaque, vous avez 3 minutes pour intervenir. Et passé ce délai de 3 minutes, on peut s'attendre à des lésions cérébrales irréversibles. C'est-à-dire que si vous réanimez un patient en arrêt cardiaque au-delà de 3 minutes, vous avez beaucoup de chances pour que le cœur puisse repartir, mais au prix de dégâts cérébraux définitifs, irréversibles. Par contre, si vous faites un massage cardiaque, une ventilation assistée, avant ces 3 minutes, si vous réanimez le patient, vous avez beaucoup de chances pour qu'il n'y ait pas de lésion cérébrale et qu'il n'y ait pas de souffrance cérébrale. Parce que la circulation cérébrale, effectivement, les cellules cérébrales sont extrêmement fragiles et donc, de ce fait, la circulation cérébrale doit être préservée en priorité. C'est sans doute ce qui explique le fait que des patients faisant un accident vasculaire cérébral ischémique vont se retrouver avec une pression artérielle très élevée. Pas rare de voir un patient qui fait un accident, si vous parlez d'un accident vasculaire sylvien par exemple, sylvien profond, superficiel, à la phase aiguë, le patient va avoir 20 de tension. Bon, eh bien on sait maintenant qu'il ne faut pas faire baisser cette tension, tout au moins prudemment. Il y a des chiffres, hein. Maintenant les services d'urgence cérébrovasculaire connaissent bien ça et vont manager de façon optimum la pression artérielle, mais en préservant une pression artérielle élevée, car le but de cette pression artérielle élevée, c'est d'essayer de perfuser ce qui reste encore à perfuser dans le cerveau. Alors, un exemple, je suis moniteur de plongée et un de mes films cultes, c'est Le Grand Bleu, évidemment. Donc, si vous avez vu la scène de plongée de Jacques Mayol dans Le Grand Bleu au Pérou, sous la glace, si vous ne l'avez pas vu, empressez-vous d'aller voir ce film dès ce soir sur toutes les plateformes de téléchargement légal, n'est-ce pas ? Voyez ce film qui repasse souvent à la télé. C'est l'histoire de la rivalité entre deux plongeurs en apnée, Jacques Mayol et Enzo. Enzo, dans la vraie vie, c'est Enzo Mallorca, et dans le film, c'est Enzo Molinari. Bon, peu importe. Et donc, les deux se rencontrent quand ils sont jeunes dans une île grecque. Ils se perdent de vue, et puis Jacques Mayol continue sa carrière de plongeur professionnel et fait des expériences de plongée en apnée. Donc il se retrouve au Pérou avec le professeur Lawrence et il fait des expériences de plongée en apnée où le professeur Lawrence veut observer les modifications physiologiques du plongeur lors de l'immersion en apnée dans une eau froide. Donc il plonge sous la glace, l'eau doit être à 1 degré peut-être, elle n'est pas loin de geler. Et puis à ce moment-là, Rosanna Arquette débarque, elle est experte en assurance et donc il y a eu un sinistre, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une voiture qui est tombée dans la glace. Et donc Rosanna Arquette tombe immédiatement amoureuse de Jacques Mayol, évidemment. Et à ce moment-là, Jacques Mayol plonge sous la glace et il descend dans une espèce d'appareil, je ne sais pas si ça existe. Et puis le professeur Lawrence dit, regardez, c'est magnifique, c'est la première fois qu'on observe ça chez l'homme. On voit que le sang se concentre sur le cœur et sur le cerveau, et que le cerveau est donc parfaitement irrigué, alors que le sang quitte toutes les extrémités. Ah oui, vous savez tout ça quand il fait froid, on a froid aux mains, on a les mains qui deviennent froides, il y a une vasoconstriction qui fait que le sang se retire de la périphérie pour aller vers le centre. Et donc, c'est pour ça que la circulation cérébrale va être préservée en priorité. Donc, c'est ce qui se passe chez les mammifères marins. C'est sans doute ce qui se passe aussi chez l'homme en apnée, où il y a effectivement une redistribution du sang de la périphérie vers le centre, et pour préserver la circulation cérébrale, malgré la privation d'oxygène due à la plongée en apnée. Et voilà, c'est ce qui est. Donc je vous engage à voir ce film magnifique, ce film culte qu'on appelle Le Grand Bleu.
Le vieillissement cérébral, il peut être normal ou il peut être pathologique. Le vieillissement cérébral normal, on va appeler ça le déclin. Ben oui, il y a une baisse des performances, hein, on ne va pas se mentir, mais l'autonomie est préservée jusqu'au bout. Alors que le vieillissement pathologique, on va appeler ça la détérioration. Et cette détérioration est en lien avec une pathologie cérébrale qui vient se surajouter aux effets, aux effets du vieillissement. Et cette pathologie va entraîner une perte de certaines fonctions et entraîner une perte d'autonomie. Le vieillissement cérébral débute très tôt, hein, très très tôt, dès 40 ans. Tous les chercheurs ont fait leur principale découverte entre 20 et 40 ans. Albert Einstein a découvert la théorie de la relativité alors qu'il était très jeune, et après 40 ans, il n'a plus rien découvert du tout. Bon. Et effectivement, probablement que la plus grande vivacité d'esprit se situe, et les plus grandes capacités cognitives se situent avant 40 ans. Mais après 40 ans, on garde fort heureusement des bonnes performances cognitives par plusieurs mécanismes. Alors, on a d'abord fait une étude où on a pris deux populations, une population de jeunes, de sujets jeunes, et une population de sujets âgés en bonne santé, hein, bien entendu, qui n'avaient pas de pathologie neurodégénérative, et on a fait subir à ces sujets une épreuve de mémorisation. On leur a pris une liste de mots, comme on fait en consultation mémoire, sauf qu'on a fait ça dans un tube d'IRM fonctionnel. Et donc on a vu ce qui se passait au moment où les sujets effectuaient cette tâche d'apprentissage verbal. Donc vous vous souvenez, donc là on prend des droitiers, et le centre de la mémoire verbale est au niveau temporal gauche. Bon. Et donc on s'aperçoit que les jeunes vont allumer une petite zone du lobe temporal gauche, tous les mêmes à peu près. Et puis chez les sujets âgés, on va avoir deux sous-populations. Une sous-population de normaux qui vont allumer la même zone que les jeunes et qui vont avoir des performances cognitives sur cette épreuve de mémorisation nettement inférieures dans les normes, mais nettement inférieures à la population de jeunes. Et puis on a une autre sous-population qu'on va appeler les supranormaux, qui vont avoir les mêmes performances ou quasiment les mêmes performances au test que les sujets jeunes, mais quand on regarde leur cerveau, on s'aperçoit qu'ils allument une zone beaucoup plus large du lobe temporal interne gauche et qui vont même allumer le lobe temporal interne droit, contralatéral, pour effectuer cette tâche. Donc deux sous-populations, une population qui n'arrive pas à s'adapter et dont les performances sont à la baisse, dans les normes mais à la baisse, et une population qui arrive à s'adapter au prix de mobilisation de zones cérébrales et d'un recrutement de zones cérébrales bien plus important. Alors on ne sait pas si les supranormaux sont des surdoués et s'ils sont finalement pas normaux, et que les normaux sont les vieux avec des performances dans les normes mais nettement inférieures aux jeunes, ou si au contraire les normaux ne seraient pas des malades en puissance, et si les supranormaux représentaient le vieillissement cérébral normal. Et si on observe ces supranormaux dans le temps, ils vont vieillir de façon bien supérieure, bien meilleure que les normaux, qui pourraient développer des maladies neurodégénératives. Donc on ne sait pas ça. Mais en tout cas, on voit ce différentiel d'évolution et d'utilisation du matériel. Alors, les effets du vieillissement sur les performances sont compensés par ailleurs par l'augmentation de la tension, donc par la mobilisation plus large des zones cérébrales, ce que je viens de vous expliquer, mais également par l'expérience, où les sujets âgés vont s'appuyer sur leur expérience pour essayer de faire aussi bien que les jeunes, et puis surtout sur la motivation, parce qu'effectivement, probablement que les supranormaux sont très très motivés pour montrer aux jeunes qu'ils font aussi bien qu'eux, ou quasiment aussi bien qu'eux. Donc les effets du vieillissement sont compensés par ces éléments. Et puis on sait aussi qu'on a certaines tâches qui vieillissent quand même mieux. Par exemple, toutes les tâches artistiques vieillissent très bien. Les capacités de création artistique connaissent pas trop le vieillissement. On a des peintres qui sont capables, ou des écrivains qui sont capables de peindre ou d'écrire des choses magnifiques à des âges très avancés. Des chefs d'orchestre qui sont capables de diriger de mémoire des partitions extrêmement compliquées de Gustav Mahler à plus de 80 ans.
Voilà, donc là aussi, c'est sans doute des supranormaux, et on sait qu'effectivement, c'est probablement l'intelligence fluide va être plus altérée que l'intelligence cristalline, comme que l'on retrouve dans la création artistique, par exemple. Le vieillissement pathologique va montrer une cassure dans la courbe des performances. C'est-à-dire que normalement, les performances, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, les performances baissent de façon régulière, mais voilà, sans atteindre le seuil de décompensation. Alors que quand il y a une maladie neurodégénérative, cette courbe va d'un seul coup s'infléchir et on va atteindre assez rapidement le seuil de décompensation et la perte d'autonomie. Donc la cassure des performances signe l'existence d'un processus pathologique qui va entraîner, bien entendu, cette perte d'autonomie par rapport à l'intériorité et qui va entraîner une mise en danger des personnes et une incapacité à vivre seul en sécurité et qui va surtout entraîner une non-conscience des troubles et une perte des capacités, c'est la perte d'autonomie. Alors, je regarde un petit peu l'heure qu'il est. On va bientôt s'arrêter. On va voir rapidement, et on finira la prochaine fois, comment on réalise un diagnostic des troubles neurocognitifs, ou comment se déroule une consultation mémoire dans la vraie vie. Alors, c'est un diagnostic qui est assez facile à poser, le diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs, parce que le diagnostic ne se pose que sur des critères cliniques, uniquement sur la clinique. Et les examens complémentaires, indispensables bien entendu, ne sont là que pour confirmer le diagnostic clinique ou rétablir le diagnostic si c'est un petit peu compliqué et si on s'est trompé. Mais à la base, le diagnostic est purement clinique. Le diagnostic n'est jamais certain. Il faut être un petit peu humble et savoir remettre en cause un diagnostic erroné en fonction de l'évolution. C'est-à-dire que il y a certains diagnostics qui vont avoir une évolution attendue. Si d'un seul coup l'évolution n'est pas du tout celle que vous attendez, c'est-à-dire si on a une aggravation brutale ou au contraire un retour à la normale, c'est que vous êtes planté, quoi. C'est qu'il y a autre chose. Ou vous êtes purement et simplement trompé et que le patient allait très bien, il y avait des éléments qui ont fait que sa cognition était perturbée. Par exemple, il a développé un trouble anxieux, ou un trouble dépressif, ou il y avait un problème métabolique, ou un problème somatique, qui fait qu'il a fait un syndrome convulsionnel. Mais non, quand on a un trouble neurocognitif majeur, diagnostiqué, on a une évolution attendue. Alors, il faut faire attention au diagnostic fourre-tout, et on a tendance à surdiagnostiquer de façon très large la maladie d'Alzheimer, c'est à tout mettre dans le sac de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, il y a un adjectif, il est Alzheimer. Il est Alzheimer. Ben non, il est peut-être Alzheimer, mais il est peut-être aussi autre chose. Et d'autres pathologies sont largement sous-diagnostiquées. Je vous ai parlé de la maladie à corps de Lévy. Donc, je vous rappelle, le professeur Frédéric Blanc de Strasbourg, qui est le spécialiste français du corps de Lévy, considère que 50 à 70% des malades à corps de Lévy ne sont pas diagnostiqués. Donc on est assez mauvais. Et voyez, moi qui suis assez sensibilisé sur le sujet, j'en ai 20% dans ma patientèle, dans ma file active. Mais peut-être que sans doute même que je passe à côté de certains. Et puis sans doute que d'autres pathologies sont sous-diagnostiquées, en particulier la paralysie supranucléaire progressive, qui est une maladie qui est un peu entre Alzheimer, Parkinson, qui va entraîner des troubles un peu inattendus dans la maladie d'Alzheimer, qui n'est pas forcément connue des praticiens, et qui, d'après les collègues de la Mayo Clinic à Rochester, qui ont fait des études anatomiques, qui ont retrouvé des chiffres extrêmement élevés de PSP, ou d'après Gabor Kovacs, qui est neurologue et pathologiste, qui est lui aussi spécialiste de la PSP, considère qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense. Et il faut se souvenir que le diagnostic de certitude, il ne se fait qu'à l'autopsie. C'est que on ne peut être certain d'une pathologie neurodégénérative que quand on a étudié le cerveau du patient, ce qu'on fait jamais, hélas d'ailleurs, parce que on reste sur des incertitudes et sur des diagnostics erronés. C'est pas très grave pour le patient, on est bien d'accord.
Mais je veux dire, l'essentiel que l'on doit à nos patients, c'est quand même de leur donner le bon diagnostic, quoi. Bon, donc effectivement, c'est sans doute pour ça qu'on a tendance à surdiagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Et puis surtout parce qu'on ne se donne pas la peine, c'est pas facile non plus, hein, on verra, mais d'aller jusqu'au bout des choses, de faire suffisamment d'examens complémentaires, parce que c'est difficile, c'est pas facile à réaliser, ça prend du temps, c'est coûteux, mais pour être vraiment sûr ou avoir tout au moins des bons critères cliniques et paracliniques de maladies non dégénératives. C'est là où les examens complémentaires ont leur importance, c'est pour confirmer le diagnostic. Le prérequis indispensable aux troubles, à la consultation mémoire, c'est déjà que le patient n'ait pas trop de troubles sensoriels. Si je vois un patient qui est aveugle, sourd ou qui est muet, j'ai une patiente qui est muette dans ma patientèle, qui n'a pas ses lunettes pour voir de près ou qui n'a pas ses sonotones dans les oreilles ou que les sonotones, les appareils auditifs ne fonctionnent pas, on ne peut pas faire de consultation mémoire. Ce n'est pas possible. On doit avoir, effectivement, c'est pour ça qu'il est important de voir les patients tôt dans l'évolution, parce que quand on a un trouble sensoriel trop avancé, on ne peut plus rien dire. Bien entendu, il faut que le patient maîtrise le français. La prise en charge des migrants, par exemple, en psychiatrie, est quelque chose d'excessivement difficile. Parce que, effectivement, si on ne peut pas communiquer avec les patients, la prise en charge psychiatrique et la prise en charge en neurologie comportementale est très très difficile. Donc il faut que le patient maîtrise un minimum le français. Il faut bien entendu connaître la latéralité du patient. S'il est droitier ou s'il est gaucher, le cerveau n'est pas câblé de la même façon. Donc il y a des différences. Il faut bien entendu connaître le niveau d'études et le type d'activité professionnelle. On ne va pas avoir le même niveau d'exigence avec un patient qui n'a pas appris à lire et à écrire et qui toute sa vie a fait des métiers purement manuels. On n'aura pas le même niveau d'exigence qu'à un bac plus 10 ingénieur en physique nucléaire. Là, on va être un peu plus exigeant. En dehors de toute maladie, bien entendu. Il faut apprécier et appréhender les résultats des tests en fonction du niveau d'études et du niveau d'activité professionnelle. Il faut bien entendu connaître tous les antécédents médicaux, alors, information qu'on n'a pas toujours, les antécédents neurologiques, les antécédents psychiatriques, les addictions. Est-ce que le patient a une addiction à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne? Est-ce qu'il y a des antécédents de traumatisme crânien grave? Est-ce qu'il y a des antécédents de neurochirurgie, de radiothérapie sur l'encéphale? Et puis les traitements médicaux. Et là, c'est fondamental de savoir si le patient prend des psychotropes. Est-ce qu'il prend des benzodiazépines, des antipsychotiques, des neuroleptiques? Est-ce qu'il prend des médicaments anticholinergiques? Parce qu'on sait que c'est des médicaments qui sont redoutablement pas bons chez les patients âgés et on doit en tenir compte pour notre évaluation en consultation mémoire. Et puis l'interrogatoire du patient est primordial. La présentation du patient d'abord, est-ce qu'il se présente seul ou accompagné par sa famille? Alors j'ai l'habitude de dire que quand le patient se présente seul à la consultation, c'est plutôt bon signe, parce que c'est le patient qui vient parce qu'il est conscient de ses troubles, ou s'il est accompagné par sa famille, en général, le patient n'est plus conscient de ses troubles, et c'est la famille qui met en avant les troubles présentés par le patient. Le patient, souvent d'ailleurs, il dit « non, vous exagérez, moi je vais très bien ». Ça, c'est beaucoup plus péjoratif. Ça veut dire que déjà, il y a un trouble neurocognitif majeur qui s'est installé. Et puis on observe le patient, on observe sa façon de rentrer dans la salle d'attente, sa façon de marcher, sa présentation physique, sa tenue, son comportement face au médecin, est-ce qu'il est désinhibé, est-ce qu'il est introverti, beaucoup de choses qui font partie du non-verbal qui sont importants à observer. On va analyser les troubles, la plainte ou l'absence de plainte du patient, que l'on va opposer à la plainte de la famille, et on va demander au patient et à la famille de décrire au plus précis les troubles, et puis on va rapidement apprécier le retentissement sur la vie quotidienne en termes d'autonomie, de mode de vie,
en termes de modification des relations sociales et des relations familiales, et en termes de troubles du comportement perturbateur. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le cours tout au moins qui nous intéresse. Hop, je rebascule. Voilà, on n'y voit plus grand-chose, la nuit est tombée. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à 1h19 d'enregistrement, un peu long, hein, désolé, 1h20. Voilà, j'espère que vous avez été intéressé par... Attendez, je vais mettre un peu de lumière parce qu'on n'y voit rien. C'est encore pire, hein. J'espère que vous avez été intéressé par le cours que je viens de vous faire. Je vais essayer d'enregistrer, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il est tard, mais je vais essayer d'enregistrer dès que possible la deuxième partie. Donc, si jamais vous avez le courage de commencer à regarder la deuxième partie pour la régulation Zoom qui est prévue mardi. Donc, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions et on va essayer de rendre ça le plus interactif possible. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi pour la régulation Zoom. Au revoir, bonne soirée. Ciao.